Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immédia, HYM.media. Laurent Fent avec vous, content de vous retrouver pour un nouvel espace thérapeute où j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marion Le Troquet. Troquer. C'est le côté breton, on prononce donc le R. Absolument. Bonjour Marion. Bonjour à Très heureux de tous. t'accueillir dans le cadre de cette émission. Merci. Tu nous viens de Guyane. Guadeloupe. Guadeloupe. Oui, excuse-moi, j'ai marqué Guyane. Guadeloupe. Oui. Donc ça fait comme une trotte. Oui, exactement. Donc ravi que tu puisses avoir fait déjà tout ce chemin pour venir ici en ayant fait un petit détour par la Suisse. Alors des origines bretonnes, déjà juste ça? Oui. Et est-ce que tu as eu l'occasion de connaître cette magnifique région ou pas? Très peu. J'ai été un petit peu sur les traces quand même de ma famille, puisque c'était une femme qui s'appelait Le Troquer. Et donc qui a donné son nom. Et j'ai cherché un petit peu en Bretagne, oui, parce que je me suis intéressée au décodage biologique, c'est pour ça. Donc voilà, je suis allée sur place. Et j'ai pas trouvé grand-chose. En même temps, le décodage biologique, ça te connaît, puisque Oui. c'est vraiment ton sujet d'étude, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, pour ceux et celles qui vont nous suivre, je leur donne déjà ton site internet, www.notrerealitéuneillusion.com. Sachant que vous mettez un trait d'union, la touche 6 de votre clavier, si jamais vous n'avez pas le clavier numérique, notre-réalité-une-illusion.com. Tu es aussi l'auteur de 2 livres, Notre réalité, une illusion, de la fin des apparences à l'immortalité, ainsi que L'insoupçonnable réalité. Bon, je pense qu'on aura l'occasion, à travers les différents thèmes qu'on abordera, une partie de ces 2 livres. Alors, par rapport aux origines bretonnes, juste pour dresser un peu le tableau, Marion, et qu'on puisse voir quel est l'être humain qui se trouve derrière la thérapeute. Tu as grandi dans quel coin? En France ou peut-être même à l'étranger? Non, j'ai grandi en France. J'ai grandi entre la Normandie et Paris, où effectivement on faisait le va-et-vient voilà, quand on était petit. Famille nombreuse, frères, sœurs? Alors 3 enfants, je suis la dernière, arrivée d'une famille qui était en train de se décomposer. Et effectivement, dans un contexte un petit peu délicat, on va dire. Est-ce que l'esprit a été emprunté de différentes valeurs traditionnelles qui t'ont marqué, toi, en tant qu'enfant et puis adolescent? Des traditions dans ma famille? Valeurs ou traditions, hein, donc ça peut être notamment la religion ou des valeurs très fortes dues à notre culture française, peut-être? Aucune religion. Aucune valeur particulière, si ce n'est des valeurs morales, bien sûr. Oui, c'est de cet ordre-là. Oui, bien en fait, comme dans toutes les familles, on veut être des gens bien. Donc ça sont des valeurs de sauver les apparences. Voilà. Tu souhaitais faire quoi? Ce à quoi rêvait Marion enfant? Elle rêvait à quoi? Alors, moi, je suis arrivée dans un contexte un peu particulier, en fait, à savoir que, bon, déjà, je n'étais pas souhaitée. Je suis arrivée dans un contexte un peu politique de ma famille, un petit peu délicat, puisque mon grand-père était un homme politique, et donc sous les feux de la rampe à ce moment-là. Et mon père était pratiquement parti, donc j'étais pas très la bienvenue, on va dire. Et cette petite Marion, effectivement, est née en étant complètement hors de ce monde, puisque je suis née, ce que me disait ma mère, atone, donc sans muscles. Et puis, j'ai passé la plupart de mon temps à être en dehors de ce monde, puisque je n'ai aucun souvenir, en fait, ou pratiquement aucun souvenir. Souvenir de murs, mais pas de gens, pratiquement pas de gens. Jusqu'à quel âge? Très tardivement, parce que alors à l'époque on n'appelait pas ça autiste, hein. Mais je pense que c'était, aujourd'hui ça me le dit, c'était autiste, oui. Donc je parlais pas, j'étais en grande difficulté, j'entendais pas, je parlais pas, je communiquais pas, et donc forcément en grande difficulté scolaire, forcément. Hein, alors j'ai été autodidacte, je me suis vraiment forgée par moi-même. Donc dans une famille. Été jusqu'au bac ou non. T'as quitté l'école tôt ou... J'ai quitté l'école à 16 ans après avoir passé mon BEPC au rattrapage. Ah oui. Et donc j'avais pas le choix que finalement d'aller travailler.
Alors, je suis partie travailler en pharmacie et puis j'ai fait l'apprentissage en pharmacie. Direct, Oui, sur le tas? ouais, en pharmacie. Et puis, à la suite de quoi, je suis partie le jour de mes 18 ans, parce que j'étais vraiment pas dans ce monde, en fait. C'est toi qui as fallait choisi vraiment de faire cette formation au sein de la pharmacie, parce que j'imagine que tu y es rentré peut-être parce que soit des membres de la famille connaissaient quelqu'un, ou Non, pourquoi parce la qu'il fallait que je pharmacie? fasse quelque chose. Mais pourquoi la pharmacie? Pourquoi ce coin-là, enfin ce milieu-là? Alors là, Je pose la question parce je que l'ignore, en fait, sincèrement, Laurent, je je pose sais la pas. question parce que je sais pas, des fois l'usine pourrait être peut-être la porte un peu plus grande ouverte à des enfants qui arrêtent l'école à 16 ans. Alors l'usine, ça a été à la suite, parce que comme j'ai effectivement pas continué, puisque je suis partie à 18 ans de la maison, j'ai été à l'usine faire les 2-8 avec ma mobilette tous les jours, oui, à 4 heures du matin. Effectivement, ça a été toute une période, je dirais, de révolte et de sortie un peu de l'autisme, où là, il y avait quand même de l'usage éventuellement, à l'époque, on appelait ça le hash, Ouais. hashish, voilà. Donc la révolte un peu à l'intérieur. Quel âge t'avais en 68? 7 ans. Oui, t'étais trop jeune encore. Alors, j'allais dire encore une fois, si l'autisme, en tout cas cette forme de mutisme vis-à-vis du monde extérieur a été relativement long, au point d'avoir causé, entre guillemets, des études qui ne Catastrophique, servaient à bien rien. sûr. À quoi souhaitait, rêvait ou que pensait de la vie la jeune Marion de 18 ans? Alors j'étais surtout en révolte. Je pense que je ne me projetais pas. J'avais qu'une rage, c'était de m'exprimer peut-être, justement, d'essayer de sortir de ce marasme familial dans lequel j'étais pas bien, en fait. Et donc c'était pas quelque chose qui était pensé, réfléchi. C'est plutôt des réactions. Donc des réactions de vouloir vivre à tout prix, de vouloir sortir à tout prix, de vouloir exister, et tout en espérant exister aussi à travers les yeux de mes parents, puisque j'étais considérée comme mon père ayant deux possibilités, soit femme de ménage, soit prostituée. Donc j'avais pas beaucoup d'autres choix, Ah ouais. alors mais j'ai pas pris ces choix-là, donc ce qui fait que du coup j'avais cette idée en tête aussi par la suite, certainement. Je connais plus la chronologie puisque je me souviens pas grand-chose, mais c'était de leur montrer que j'existe, et donc j'ai repris mes études par correspondance tout en travaillant à l'usine, et puis en fait j'ai été jusqu'au niveau bac en réalité. Je me suis pas présentée. Tes liens avec ton frère et ta sœur? Vraiment inexistant aujourd'hui quasiment. Enfin, ma sœur, je la vois plus, et mon frère, je le vois une fois par an. Voilà, c'est vrai. Et à cette époque-là, est-ce qu'il y avait des liens ou rien du tout déjà, ou... Alors oui, avec mon frère, un petit peu, oui, parce qu'on a 2 ans d'écart, il est 2 ans plus vieux que moi. On avait des liens probablement, mais effectivement, qui sont pour moi un peu lointains. Quand tu parles de la difficulté à te souvenir de ça, ou de ces... Oui, je fais un effort là. Oui, non, mais Oui. est-ce à dire que l'état d'être un petit peu en dehors du monde a fait que cette mémoire des événements et autres a toujours été très floue? Très flou. Et si c'était flou, en fait, quand tu parlais de la colère tout à l'heure qui t'habitait, cette colère, elle venait d'où? Je pense que j'avais pas compris que j'avais créé mes parents, et que tout était ok, parce qu'à l'époque j'étais dans mon ego, et que forcément je leur en voulais de m'avoir pas considéré, menti aussi, puisque j'ai appris à 17 ans seulement que mon père et ma mère avaient divorcé. Alors qu'ils avaient divorcé, j'avais 1 an. Ils vivaient encore ensemble? Non, ils faisaient semblant. C'est-à-dire Ah que oui, mon oui. père venait une fois par semaine en disant que le reste du temps il était en voyage. Donc j'ai appris par une amie, Oh, ouais. une copine à l'époque à 17 ans. Je me souviens très très bien de ce jour, par contre, pour le coup. M'a beaucoup marqué. J'étais en train d'ouvrir la porte de ma chambre, et elle me dit maintenant nous allons être toutes les 2 filles de divorcés. Et je lui dis non, tu parles de toi. Moi je ne suis pas fille de divorcés. Et elle me dit mais t'es pas au courant. Voilà, et c'est comme ça que je l'ai appris. Je pense que ça a été un des plus gros chocs de ma vie. Je veux bien le croire. Enfin, le climat est vraiment Très spécial, oui, très particulier. spécial. Parce Donc, que oui, mon père s'était marié 5 fois donc au final, et que ma mère, quand elle s'est mariée avec lui a dit, alors qu'elle le vous voyait, lui a dit si jamais un jour on divorce, nos enfants ne le sauront pas.
Bourgeoisie, C'est ça. Mon grand-père était comme ça, ma mère non, mais mon grand-père, donc mon père, était dans la bourgeoisie. Dans cette logique-là. Dans cette logique-là de vouvoiement, de grand monde. Et alors que pour moi, on n'en a jamais eu les moyens. On avait très peu à manger. On n'était vraiment pas... des valeurs intéressantes au regard justement de l'aspect financier et de l'image que c'est ça renvoie. Il faut cacher les apparences. Oui, tout à fait. Ouais. Il faut s'appeler le troqueur parce que le nom était connu, mais que par contre, on n'a pas... ouais, exactement. Mais c'est pas un reproche. Hein, je comprends. C'est juste une constatation. Exactement. Mais j'ai fait la paix avec tout ça. Donc, tu as le niveau bac. Que faire si, en tout cas, à l'usine, ça t'a permis... alors, tu étais toujours chez tes parents Ah non, je suis partie. Le jour de mes 18 ans, je suis partie. Hein. D'accord. Ça, c'est clair. Ouais. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu décides de faire? Qu'est-ce qui te mène dans la vie? Qu'est-ce que c'est tes aspirations? Là, c'était donc après le bac, tu veux dire? Après le niveau bac. Oui. Là, après, j'ai cherché du travail, tout simplement. Et que, en connaissant un petit peu le monde de la pharmacie, je croyais que les gens qui venaient nous voir, donc les représentants en pharmacie, s'appelaient des délégués médicaux. J'étais persuadée de ça. Et je rêvais du fait de pouvoir aller dans des pharmacies et puis présenter des produits comme ça pour pouvoir justement avoir ce contact avec les gens et surtout la liberté et pouvoir circuler. C'est la soif de liberté, toujours. Je voulais surtout pas être dans un bureau. Et donc, j'ai postulé à des postes de délégués médicaux en pensant que c'était des représentants en pharmacie. Et j'ai été prise à 18 ans, donc par une entreprise qui a fait un pari comme un pari sur moi. J'étais la plus jeune déléguée médicale de France. Et j'ai réussi de main de maître, c'est-à-dire que j'ai vraiment été... ce parcours de délégué médical, ça a été une réussite sociale qui m'a permis finalement de sortir un petit peu la tête de l'eau et de sortir de ce marasme de petite enfance qui n'était pas gai, et puis de sortir de cette révolte et d'avoir de quoi vivre. Dans quelle mesure est-ce que tu avais la rage de vivre? J'avais la rage de vivre, justement par rapport à cette nécessité d'exister à travers quelque chose que j'étais capable donc de reconnaissance de faire. Et de reconnaissance, oui, parce que j'étais pas reconnue. Et d'ailleurs, j'ai eu une réflexion de ma mère qui dit, mais si finalement tu fais de la visite médicale, c'est que tout le monde peut le faire. Oui, d'accord. Ah oui, il y a toujours moyen de douter de soi finalement, même avec les parents que tu avais. Ah mais oui, bien sûr. Et elle n'a jamais reconnu que j'avais repris mes études par correspondance, tout ça. Parce que on met des gens dans des cases. Et encore, on le fait aujourd'hui. Tout le monde le fait aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça que je suis un petit peu en colère contre les cases. Ouais, je comprends. Quels étaient... Alors, combien de temps t'es resté dans ce milieu de pharmacie? 22 ans. Donc là, ça t'emmène vers la quarantaine, donc. Oui, voilà, c'est ça. Okay. À savoir que dans ce milieu, on est acheté. Je n'ai pas peur de mes mots, hein, parce que c'est ça. On est très très bien payé pour pouvoir acheter le système médical. C'est-à-dire que aujourd'hui, je le dis, je l'ai écrit aussi, je dis, je payais quelquefois très cher les médecins pour qu'ils prescrivent. D'accord. Alors, c'est super intéressant que tu nous dises ça, parce que bon, déjà, en tant que témoignage, mais au-delà de ça, entre celle que tu es aujourd'hui et celle que tu as il y a un monde. Voilà. Et je serais très curieux de savoir comment... alors, juste avant, on commençait à opérer la transition, mais juste avant, il y a un truc qui m'interpelle, c'est... Quel était pour toi, à ce moment-là, donc quand tu as la quarantaine, on va dire que tu es au sommet d'une certaine... sans pour autant parler de notoriété, mais voilà, tu vis bien, tu es installé, tout est à sa place. Voilà. Je ne sais pas si tu as eu homme, enfant, marié. Non, je n'ai jamais été mariée, j'ai un enfant, j'ai une fille. Oui. Qui a quel âge aujourd'hui? 26. 26 ans. Donc effectivement, on peut dire que à ce moment-là, en tout cas, ta fille est déjà là, est déjà présente, donc quand tu as la quarantaine. Oui. Tu as, je ne sais pas si ton homme
en tout cas le père est avec toi ou pas, mais en tout cas ce que je trouve intéressant, c'est quelle est ta vision du sens de la vie. Pour toi, à ce moment-là, on va dire 40 ans, la vie c'est quoi et ça se résume à quoi? Alors c'est pas évident comme question, parce Ouais, que derrière ta question, il y a peut-être une attente précise. Non. Finalement. C'est au regard justement de celle qu'on va découvrir que tu es. Celle qui a en fait, 40 être ans. vrai. Voilà, je pense que, tu vois, ça a un rapport avec ce que je te disais tout à l'heure, pour éviter de cacher les apparences. Aujourd'hui, c'est pas le fait d'avoir de l'argent, d'être installé, ou de correspondre à des moules, à des cases, à ce que les gens attendent, qui m'intéressait en fait. Ce qui m'intéressait, c'était d'aller vers qui je suis. Et donc de ne plus... J'étais plus en accord avec ce que je faisais. Je recevais plein de cadeaux. J'étais toujours... tu sais, on était notés. Et j'étais toujours la personne qui réussissait le mieux, qui gagnait le plus d'argent. Et qui était montrée comme ça. Et c'est pas ça que je voulais. Je voulais déjà réussir à être en accord avec moi. Voilà. Et ce à quoi tu aspirais, si tu parles d'être en accord, si tu sais que ça te plaît plus, ou que, on va dire que tu as réussi à te donner l'amour que tu n'as pas reçu, ou cette reconnaissance que tu n'avais pas dans mais je me suis reconnue. 40 ans, tu te reconnais, Ah, effectivement, une fois que tu as cette reconnaissance, voilà, on passe à autre chose. Et c'est ce que tu dis quelque part, au fait d'être vrai. Le prochain challenge ou la prochaine quête, s'il en est, ça serait quoi pour toi, alors que tu es en place et que tout va bien? Alors là, maintenant, c'est effectivement, à ce moment-là, et c'est toujours actuel, c'est aider les autres. Aider les autres parce que moi-même, je me suis aidée avec, toute seule, à force de mon poignet, autodidacte, réussir à être reconnue socialement, etc. J'ai plus besoin de ça. J'ai besoin vraiment de passer, je dirais, les informations aux autres. Et aider aussi parce que je me suis rendu compte que le système médical ne me correspondait pas. C'est sûr. Et que du haut de mes 18 ans, je me suis rendu compte que finalement, je m'étais trompée. La médecine n'était pas ce que je croyais. Et que c'était pas glorieux pour moi. Donc ce qui était glorieux pour moi, donc qui devenait un sens, c'était d'apprendre à passer de l'autre côté. C'est-à-dire, j'ai commencé à étudier la médecine chinoise, la naturopathie. À 40 ans, ça aussi? Ou tout au long, peut-être Oui, un petit peu avant. Oui. J'ai commencé en 2008, je crois, 2008, la médecine chinoise, parce que je profitais du temps que j'avais, parce que c'était un métier où je gagnais bien ma vie, mais je ne travaillais pas beaucoup. Et du coup, j'aurais pu m'en contenter. Et j'ai fait des études de médecine chinoise. Et en fait, tout le temps, même avant, je n'avais de cesse que de vouloir apprendre. Et je pense qu'il y avait une partie de moi qui n'avait pas encore compris que c'était pas à l'extérieur, mais effectivement à l'intérieur qu'on apprend. Pour ce qui est de la médecine chinoise, est-ce que tu vas au bout du cursus? Alors j'ai fait 4 ans. On ne peut pas dire que j'ai été jusqu'au bout, puisqu'en fait on n'a jamais fini. Oui. Et que c'est difficile à mourir de rire, tellement c'est difficile. C'est un art, ouais. Et qu'au bout de 4 ans, on se dit, mais finalement on ne connaît rien. Donc j'ai eu l'humilité de ne jamais piquer. D'ailleurs, en plus, comme n'étant pas médecin, je crois qu'on n'a pas le droit. Mais par contre, j'ai effectivement après très vite mis en pratique des massages chinois et la connaissance chinoise. Voilà. D'accord, donc la digitoponcture. Voilà, digitoponcture, massage tuina. Mais ça me passionnait, hein, c'était vraiment quelque chose qui prenait sens, parce que comme la médecine avait dégringolé dans mon esprit, je pensais que effectivement on était beaucoup plus dans le vrai que de parler d'énergie, que de parler d'une logique, que ce soit effectivement ça qui crée ça, etc. Et voilà, le fondement de la médecine chinoise qui a plus de 5000 ans me parlait. Quand tu parles de la naturopathie, pourquoi la naturopathie, ou comment t'en as entendu parler? Ça remonte à quand d'ailleurs, parce que... Alors ça date aussi de ces moments-là, en 98 de mémoire. 98, oui, pas 2000. Où effectivement à ce moment-là j'étais très proche de ma sœur et elle étudiait la naturopathie. Et puis moi je m'intéressais déjà à la nutrition, donc on a été... voilà, j'ai eu l'occasion de beaucoup apprendre
en grappillant information, et en me déplaçant à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas Internet. Et puis en lisant, enfin, je me suis toujours intéressée à ça. Donc pour le coup, autodidacte concernant la naturopathie. Alors après, j'ai passé un diplôme de health-pratiqueur. Ça, c'est en 2009, c'est bien plus tard. D'accord. Health-pratiqueur, ça veut dire que vraiment là, je suis passée dans, je dirais, même le droit de poser un diagnostic aujourd'hui. Alors juste pour bien être raccord, donc 98, découverte de la naturopathie, et qui se finit, on va dire, par en 2002 un diplôme. Pour ce qui est de la médecine chinoise, tu parles de 2008, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Et tu es parti de ce poste à responsabilité dans le domaine médical, oui. Médical, ou en tout cas représentant. Non, c'était délégué médical, oui, c'est ça. En fait, j'allais pas en pharmacie, j'allais voir les médecins. Mais je m'étais trompée. Quand j'avais 18 ans, je pensais que c'était ceux qui venaient en pharmacie. Mais par qui par un laboratoire pharmaceutique. Voilà, c'est ça. Donc, pour ça, je pourrais dire commercial, ça ne te pose pas de problème? On ne vend pas, on informe. Mais c'est une vente déguisée. Oui. Ne nous voilons pas la face, okay. C'est clair. Donc oui, des produits qui met au point le labo. Oui. Donc c'est pour ça que le commercial me paraît... Enfin, le terme est peut-être plus juste de mon point de vue, mais je suis raccord avec ce que tu viens de dire. Ce qui m'intéresse, donc, tu as quitté ce milieu-là, c'était en quelle année? Alors, il y a eu deux épisodes. En 2002, j'ai eu souhaité, alors que j'avais vraiment tout pour bien vivre, une grande maison, une grosse voiture, ma fille, tout allait bien. Tu étais en France à ce moment-là? J'étais à Montpellier. D'accord. Et j'ai souhaité partir vivre en Martinique. Parce que, en fait, j'ai toujours été un peu passionnée par les aventures, déjà, par des choses qui me portent. Et surtout pas vouloir rester dans la peur de quitter ce que j'ai. Et j'ai quitté gros, très gros, parce que j'avais un gros salaire. Sans savoir ce qui va t'attendre là-bas, tu savais ce que Alors oui, parce que en fait, mon laboratoire avait eu la gentillesse de contacter un local, et quelqu'un de local qui travaillait pour eux. Et je me suis retrouvée effectivement en tant que représentante en pharmacie, avec des gens qui n'avaient pas du tout l'intention de me laisser faire, en Martinique. Et là, par contre, j'ai déchanté. J'ai pas eu du tout envie de continuer. Et je suis restée assez rapidement. Je suis allée assez rapidement au chômage. Donc Martinique, quelques mois, un an après. 3 ans. Ah, quand même. Okay. 3 ans de galère, parce que là, j'ai effectivement tout essayé pour gagner de l'argent. Il n'y avait rien à faire. Non, après je suis allée vendre des terrains pour quelqu'un qui construisait des maisons. Donc je vendais des maisons. Je n'ai jamais été payée. À 2 reprises, j'ai travaillé pour des constructeurs, je n'ai jamais été payée. J'ai travaillé pour quelqu'un qui travaillait pour des mairies pour créer des terrains de jeu et autres payés par les mairies. J'ai jamais été payée. Et quand je suis arrivée au bout de mes ressources, eh bien, j'étais obligée de demander à mon ancien employeur de métropole de me reprendre. Ou du moins, je posais la question. Il m'a repris instantanément parce qu'il se souvenait de mes capacités en tant que visiteuse médicale. Et je me suis dit, c'est ma sécurité. Donc ça, quelle année? 2005. Ma sécurité, c'était de retourner. Pourtant, entre-temps, j'avais commencé des soins en tant que magnétiseuse. Alors, mais ça marchait pas. Alors c'est intéressant, pourquoi magnétiseuse? Puisque là tu nous parlais donc justement de la naturopathie, la médecine chinoise c'est encore plus tard. D'où te vient l'intérêt pour l'énergétique, en l'occurrence déjà à l'époque? Là je pense que c'est venu dans une logique même de capacité qui avait déjà commencé à arriver en moi, de par peut-être... déjà, ça devait être comme ça, je pense, c'était un rendez-vous avec le soin, rendez-vous avec les autres pour les aider, et puis des capacités personnelles qui commençaient à se développer. Voilà, je pense que c'est ça qui a fait que le magnétisme, j'ai appris, parce que ce sont des passes qui s'apprennent. Donc j'ai mis ça en pratique, et puis je manquais tellement de confiance en moi, et puis j'avais plus de contrat de travail, là, c'était différent. On n'est pas payé un salaire à la fin du mois pour quelque chose qu'on a fait. Là, on doit demander à chaque personne qui vient nous voir finalement et alors qui je suis moi pour demander de l'argent finalement. Donc je demandais très peu déjà,
Et puis ensuite, je leur disais surtout, dites-moi si ça va pas. C'était vraiment évident qu'il était écrit sur mon visage que je manquais de confiance en moi. Donc ça marchait très bien, en fait, mes soins fonctionnaient, mais je n'y croyais pas. D'accord. Tu es reprise en métropole? Je suis reprise en métropole. Quelle année, et là, donc 2005 donc. Okay. Et là, je vais dans la chambre de bonne dans laquelle j'avais vécu mon calvaire d'adolescence. Dans la même chambre qui appartenait à la famille alors? Oui, la chambre de bonne au-dessus de l'appartement de chez ma mère. Ma mère qui avait l'habitude de vivre seule, difficile pour elle de m'accueillir. Ma fille ne voulant pas venir avec moi. Et t'es restée en Martinique? Non, elle est allée à Montpellier chez une personne, la mère d'une amie à elle, puisque finalement elle avait fait ses premières années à Montpellier. Ouais. Et puis donc je me retrouve seule là, seule au froid. Parce que ta fille t'avait pas suivi non, elle n'a pas voulu me suivre. Ah si, en Martinique, oui, bien sûr. Retour elle était petite, bien direction sûr. Montpellier. D'accord. Son direction Montpellier, et puis moi, direction Paris, que je n'aime pas du tout, soyons clairs. Je ne me sens pas bien du tout, c'est pas à ma place. Et puis après avoir passé 3 ans à vivre au soleil, voilà, et même si je galérais financièrement, j'avais une vie qui me plaisait. Au soleil, hein, c'est sûr, bien sûr. Et donc, j'ai compris, là, à ce moment-là, que tout ça avait un sens. C'était pour, justement, rentrer en contact avec ma mère, qui finalement, avec qui j'avais jamais eu de contact, parce que c'était infernal, on ne pouvait pas, quand elle, de son mieux, elle disait, mais de toute façon, on ne peut pas dire je t'aime à un enfant, on ne peut pas dire qu'il est beau, on ne peut pas dire on peut pas l'approcher parce qu'on a peur des microbes. Donc de toute façon, à l'époque, c'était comme ça, même si elle nous aimait, j'en suis sûre. Mais en tout cas, elle ne nous l'avait pas fait ressentir, enfin pas à moi, je parle pour moi. Ouais. Et ce qui fait que là, j'ai voulu la rencontrer, profiter de ce moment-là pour la rencontrer. Et ça a duré 8 mois. À la suite de quoi, bien sûr que j'étais pas bien, mais j'avais fait la paix à l'intérieur de moi. Et là, j'ai vendu ma maison qui était en vente à Montpellier et je suis repartie pour l'aventure Guadeloupe. Retour. Deuxième chance, Retour étape. Avec ma fille, j'allais dire sous le bras. Non, elle n'était plus en âge d'être sous mon bras, mais par contre, en révolte contre sa mère qui finalement ne sait pas ce qu'elle veut et qui alors qu'elle était très bien chez sa copine, mais qu'est-ce que je vais aller faire avec ma mère? Voilà, donc du coup... en difficulté avec ma fille, retour donc en Guadeloupe. Et là, tout démarre pour moi. Tout démarre pour moi. Alors juste une question comme ça, qui peut-être n'a aucun sens, mais je la pose quand même. Martinique insulaire, une île. Guyane. Non, jamais Guyane. Guadeloupe, oui. Guadeloupe, je pense que c'est plus grand que la Martinique. Oui, un petit peu, oui. Comment ces deux esprits, entre guillemets, parce qu'on peut parler des Antilles, pourquoi pas, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la différence entre ces deux territoires d'outre-mer. Comment tu te sens, ou comment tu pourrais nous donner, toi, ton regard, entre la première, Martinique, et la deuxième, la Guadeloupe? Alors, c'est vrai que ça représente aussi souvent des mémoires, des choses qu'on a vécues personnellement. Donc, est-ce que c'est bien objectif? Ce que je sais, c'est que j'ai vécu des difficultés, effectivement, d'adaptation à la Martinique, sachant qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle là-bas des macrélages. À savoir que les gens ne nous connaissent pas, ne nous ont jamais parlé, mais ne nous aiment pas. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde vit ça, mais simplement, moi, j'en ai été... disons que j'ai vécu ça, et j'ai trouvé que sous des aspects très, très souriants, il y avait souvent derrière beaucoup de critiques, que j'ai un petit peu mal vécu, surtout quand moi-même, j'étais peut-être un petit peu en difficulté aussi. Ce qui fait que voilà, il n'y avait pas trop d'adéquation. Je trouve cette île a beaucoup changé depuis, puisque d'ailleurs je vais travailler maintenant régulièrement en Martinique et j'apprécie beaucoup. Donc, mea culpa pour tout ce que j'ai pu penser. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, j'évolue. Mais à ce moment-là, je ne serais pas retournée en Martinique, donc j'aurais pas eu envie. Et la Guadeloupe, la Guadeloupe me paraissait plus... d'abord, c'est plus plat. Il y a des routes qui sont plus larges. On y circule beaucoup mieux. Et ça me paraissait moins enfermé. Voilà, c'est ça. Parce que Martinique est très, très... Il y a beaucoup de maisons. Il y a plus d'herbe, en fait.
Et vraiment, je trouvais que oui, beaucoup de monde par rapport à la surface. Donc on a l'impression qu'il faudrait pousser l'île, il faudrait la faire grandir. Et comme c'est pas possible sur une île, on a cette impression d'un peu d'étouffer. Je dis on, vraiment, je suis désolée, c'est moi qui avais cette impression d'étouffer. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. La Guadeloupe, alors, tu dis que c'est beaucoup plus de nature. En tout cas, la nature sera plus présente. Oui. Oui, on est moins les uns sur les autres. Oui, on est moins les uns sur les autres. D'accord. Oui. Et tu dis que tout s'ouvre pour toi à ce moment-là. Tout s'ouvre pour moi. Entre-temps, j'ai appris, puisque j'ai profité de ce passage en métropole, pour apprendre justement le massage Tuina, parce que j'avais fait la médecine chinoise, mais sans le massage Tuina. Et donc là, j'ai refait 8 mois de massage Tuina. Et je me dis, je vais démarrer en me faisant connaître avec le massage assis, dans un salon, puisque je connaissais des gens en Martinique qui faisaient un salon en Guadeloupe. Du coup, je suis arrivée, on m'a dit, viens, même gratuitement, tu vas offrir tes massages, tu vas te faire connaître. Et ça a démarré tout de suite. Tout de suite. J'étais à ma place. Et c'est pour ça que j'y suis encore. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait eu... Un déclencheur ? Ouais, un déclencheur, voire une aide. Et quand je dis aide, j'entends par là que... dans ces îles-là, que ce soit Martinique ou Guadeloupe, on va dire que le spirituel est très présent. Le culte des ancêtres, la magie, tous ces genres de choses, ça fait partie du quotidien et c'est totalement accepté, admis. Voilà, ça n'a rien à voir avec nous, Français, Blancs, et la manière dont on peut aborder éventuellement le spirituel. En plus, c'est des îles, donc c'est enclavé, c'est fermé et c'est très vivant. Encore. Oui, bien sûr. Donc le fait déjà que tu as commencé par la Martinique, je serais curieux de savoir un peu quel était le contact avec cette vision spirituelle qui doit être certes cachée mais omniprésente, et puis la Guadeloupe, dans quelle mesure est-ce que peut-être aussi ça coule de source, j'allais dire, au regard de ce foisonnement culturel de cette île? En fait, on parle souvent de spirituel et de religion en faisant un amalgame. Et moi, je pense que c'est l'inverse. Je pense que justement, la religion ne va pas forcément vers une ouverture, mais plutôt vers peut-être plus un enfermement. Donc, et la magie, tout ça, ce sont des notions très présentes, effectivement, mais qui ne sont pas du tout de mon domaine. Et puis qui ne m'intéressent vraiment pas. Tout ce que font ce qu'on appelle les gadets zafés chez nous, c'est pas du tout mon domaine. J'ai pas envie de rentrer là-dedans, donc pas du tout. Ce domaine spirituel ne vient pas de la Guadeloupe, du tout. En fait, si on fait un petit retour en arrière, c'est déjà à mes 20 ans, j'ai étudié l'astrologie, ensuite la numérologie, la graphologie, et j'ai rencontré des gens dans ce domaine qui m'ont appris beaucoup de choses. Et qui m'ont... oui, c'est important ce que tu nous dis là, parce que jusqu'à maintenant, tu n'avais pas vraiment fait mention. C'est vrai, on est resté sur le très professionnel. Terre à terre, pour le coup, très... C'est vrai. Donc, ces sujets t'intéressaient déjà à cette époque-là? Depuis très longtemps. Depuis très longtemps, oui. Je crois que à partir du moment où je suis sortie de ce mutisme et je suis sortie de cette colère, je me suis intéressée à ce que justement, cette puissance intérieure. Et puis, quel était le sens, effectivement, de la vie? Pourquoi on arrivait sur Terre? À quoi ça servait, etc. Alors, où trouver justement des réponses ou des sources de réponses? Parce que tu mentionnais tout à l'heure, l'astrologie peut être une explication. Il y a une philosophie qui va avec l'astrologie, avec la numérologie aussi. Mais en tout cas, les sujets sur le sens de la vie, on peut les trouver. Tu as fait la distinction tout à l'heure entre spiritualité et religion, hein, j'entends bien. Mais sachant que dans chaque religion, déjà, tu as des bribes qui sont ce qu'ils sont. Alors oui, il y a aussi une ouverture. Absolument, il y a cet enfermement qui peut être très sclérosant. Et il y a aussi, je dirais, justement, ces Antillais, d'une manière générale, correspondent bien aujourd'hui à cette vision des choses que j'ai, à savoir que, certes, on nous a appris des choses, mais que ce qui est sûr, c'est que déjà, ils savent que l'invisible existe. Et que moi, cet invisible, là, pour moi, il est beaucoup plus important que le visible. Il est omniprésent. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on s'entend bien, on se comprend bien avec les Antillais, pour ça. Et ça a été toujours le cas? Ah oui, toujours. C'est invisible? Toujours. C'est-à-dire que même quand tu étais gamine, ah oui. pour toi,
L'invisible était réel, c'était pas dû à je sais pas, des fantasmes ou des religions ou... Non, il n'y avait pas de... Non, il n'y avait pas ni religion ni fantasme. Mais pour moi... Alors, je te dis pas quand j'étais petite, parce que je ne m'en souviens pas. Mais dès l'instant où je suis sortie, je te dis, de mes 18 ans, 20 ans, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Comme si c'était une évidence, que c'était mon chemin. D'accord, j'entends ça. Tout en étant dans le pragmatique, puisqu'en fait j'étais dans le médical. Oui, c'est clair. Et que c'est peut-être même, je dirais, c'est peut-être ce médical qui finalement m'a donné envie de m'intéresser à autre chose. Comme tu le disais, en Martinique, ça marchait pas. Là, tu te retournes en Guadeloupe, ça s'ouvre. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je pense que ça vient de l'intérieur aussi de moi. Tu sais, la légitimité, c'est pas un papier. Et d'ailleurs, je m'en suis toujours défendue de ça. Et je refuse, je refuse de marquer que je suis elle pratiqueur, etc. Je veux plus rentrer. Pourtant, c'est un beau diplôme, ça. Mais non, la légitimité, elle est personnelle. C'est quand on a eu on a vraiment compris déjà soi-même comment on fonctionne, s'être libéré soi-même pour pouvoir libérer les autres. Et pour moi, ça, c'est légitime. C'est-à-dire que je voyais vraiment une efficacité et un bonheur dans les yeux des gens, une légèreté aussi dans les yeux des gens. Et j'avais pas besoin d'autre chose que de ça. Et des retours, beaucoup de retours. Voilà, c'est comme ça que il n'y a pas meilleure publicité que le bouche à oreille. Ouais, surtout sur une île. Et oui, alors là, je pense qu'effectivement, ça a été le beau cadeau. Si jamais t'es pas bon, c'est vite fait. Très vite fait. Alors en plus, comme on n'est pas remboursé, oui. Tu connais le principe du thérapeute, c'est parfait, parce que si on est mauvais, ça va vite se savoir et les gens viendront jamais. Là, on est en quelle année? Là, on est en 2006, puisque je ne suis pas restée très longtemps en métropole quand même. Et en 2006, donc, Guadeloupe m'a accueilli, la Guadeloupe m'a accueilli, les Guadeloupéens m'ont accueilli, et je les ai vraiment aussi dans mon cœur. Et ça a vraiment très 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 vite été débordant. J'ai été débordée de travail, débordée. Je dis bien débordée. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné dans peut-être les résultats de ceux et celles... Alors pourquoi on te venait de voir? Alors on venait voir pour... à l'époque c'était surtout la médecine chinoise, puisque je faisais du massage tuina. On venait me voir pour des problèmes physiques. Quand on me parlait d'émotionnel, c'était un petit peu plus délicat avec la médecine chinoise, bien qu'elle prenne en charge quand même un petit peu, mais de manière plus indirecte. Et j'ai trouvé que c'était un penchant qui manquait un petit peu à la médecine chinoise. Peut-être il y a des gens qui font de la médecine chinoise qui vont me demander, qui vont dire que ce n'est pas juste. Hein, mais moi, en tout cas, je voyais plutôt des problèmes physiques. Donc mon but, c'était de faire un diagnostic, et chinois bien évidemment, et de pouvoir appuyer sur les bons points. Voilà, et d'avoir des retours. Par exemple, c'est très amusant d'avoir mal au cou et puis d'appuyer finalement sur un point du pied, et puis de voir la personne dire ouais, c'est bizarre, vous n'avez pas touché à mon cou, et puis finalement j'ai plus mal. Comment ça se fait? C'est très amusant. Combien de temps alors est-ce que tu t'épanouis en Guadeloupe Alors déjà, avec la médecine chinoise, ça a duré peut-être 1 an, quelque chose comme ça. J'ai eu besoin après de passer à la vitesse au-dessus, à savoir, je voulais de la médecine quantique. C'était le début, à ma connaissance, toujours pareil. Je relativise des physioscans et compagnie, des appareils de médecine quantique qui finalement, il y avait un casque qui se mettait, je pense que ça existe toujours, et puis sur un ordinateur on voit ce qui se passe dans le corps au niveau énergétique, et puis il suffit d'avoir un bon justement diagnostic. Alors la médecine chinoise m'aidait là encore une fois pour justement aller chercher les bons points, la bonne fréquence, et ce qui fait que la personne recevait la fréquence inverse à sa maladie, entre guillemets. Et puis, je me suis à ce moment-là, j'avais encore un petit peu d'argent de côté, vu que j'avais vendu ma maison. Du coup, j'ai acheté tous les appareils de médecine quantique qui pouvaient se faire. Je les connais, ouais. La morathérapie, j'avais je ne sais plus combien d'appareils, bon, bref. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais tu passes à côté de quelque chose. C'est terrible, ça. Tu es derrière ton bureau, même si tu parles, parce qu'on ne peut pas m'empêcher de parler, hein. J'ai toujours ma philosophie de vie qui fait que les gens repartent bien. Mais
ça m'allait plus là. Je me disais, je suis derrière mon écran, je joue à la bataille navale, pour me couler, et je me suis, non, ou alors vous mettez vos pieds là, madame, vous touchez les trucs. Bon, non. Ça a eu un moment, il y a eu un moment où, voilà, j'ai dit ça. En plus, j'y croyais plus. Je le dis honnêtement, j'y croyais plus parce qu'il fallait que je voie les gens je ne sais combien de fois. Et moi, mon but, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas de les abonner chez moi à 10 séances. Certainement pas. Moi, je voulais qu'en 1 ou 2 séances, ils puissent être guéris. Et là, c'était pas le cas. Est-ce que tu voyais une différence justement sur la longueur pour obtenir un résultat par rapport à une pathologie donnée entre comment tu pratiquais le massage avant? Non, mais là, je faisais plus du coup. Oui, je sais bien. Ah oui. Mais ce que je suis en train de dire, c'est pour une c'était... pathologie donnée, les massages et l'impact plus ou moins rapide du massage qui, lui, est très concret, tu vois. Oui, bien sûr. Et puis avec la médecine quantique, alors, peut-être qu'avec les machines quantiques, peut-être que tu utilisais les deux d'ailleurs, un côté physique et un côté uniquement avec les machines. Non, c'était uniquement les machines. Parce que je crois qu'à un moment donné, j'en ai eu peut-être un peu assez de justement de faire des diagnostics. C'était compliqué la médecine chinoise. Et là, je me trouvais dans la facilité. Et c'est vraiment momentané. Je le dis humblement. Je pense qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de facilité et que j'ai pas tenu longtemps sur la facilité. Ça m'a pas parlé plus que ça à long terme. Parce que ça, je te dis, je voyais pas le côté concret. Justement, quand j'étais en train de masser, d'abord j'avais créé mon propre massage, j'appuyais mes points en fonction du diagnostic et je trouvais ça vraiment plus passionnant, mais en même temps je voulais plus le faire, voilà, parce que j'étais passée à autre chose. Je peux comprendre. Et voilà, donc ça c'est une page qui était tournée, et puis alors après, les appareils de médecine quantique petit à petit ont été écartés. Et vers quoi se tourner alors, j'avais plein de cordes à mon arc parce que j'avais entre-temps appris d'autres choses, bien évidemment. Tu penses bien, je t'ai dit, passer mon temps à apprendre des choses. Donc je faisais aussi de la bioélectronique de Vincent. Ça me dit quelque chose, mais je vois pas. Je prenais 100 salive urine et j'analysais ça chez moi pour savoir quel était finalement le terrain sur lequel la personne était. Et c'est très rare d'avoir des gens qui font ça en France, donc j'avais appris grâce à quelqu'un d'ici qui était venu en Guadeloupe pour m'apprendre. Et je me suis, j'ai fait ça. Alors ce qui fait que je rectifiais en fonction du terrain, je rectifiais avec l'alimentation. Oui, j'avais pas appris. Tu trouvais que c'était plus complémentaire que la naturopathie, enfin plus complémentaire tout court ou plus c'est-à-dire que la naturopathie, la naturopathie, elle va t'étudier le fond d'œil, enfin l'œil. Là, c'est l'iridologie. Oui, l'iridologie. Mais si tu veux, la naturopathie n'aborde pas le fond d'œil ou très très peu. Enfin, si on parle de l'iris en tout cas. Donc, là, on était sur des choses beaucoup plus qui m'allaient bien parce qu'il y avait un petit côté scientifique qui était plus reconnu. Tu vois, toujours pareil, ce besoin d'être reconnu. Hein. Donc oui, effectivement, cette partie-là m'a intéressée, mais en même temps, je me suis rendu compte que tout ce que je leur donnais, 14 pages d'instructions précises pour avoir une bonne santé et sortir du terrain dans lequel ils étaient. Et donc c'était beaucoup de travail déjà. Et tu m'étonnes. Oui, je veux bien le croire. Et puis je me rendais compte que les gens n'arrivaient pas à tenir la cadence avec ce que je leur donnais. Aussi. Voilà, parce que c'était très très sévère en fait. C'était sévère. Sévère dans le sens où, si tu veux, quand tu veux être en santé, il faut apprendre à manger. Et puis que là, au lieu de sortir des colombos de cabri et tous les produits qu'on utilise habituellement avec la nourriture antillaise et autres, d'ailleurs ici c'est bien pire, la nourriture n'est pas du tout ce qu'il faudrait qu'elle soit. Donc là, je leur donnais des instructions inverses en disant ça vous pouvez pas, etc. Et puis... Et en même temps, c'est une bonne manière de responsabiliser celui qui souhaite prendre son hygiène alimentaire en main. Oui. Mais comme tu dis, ça demande pas mal de
le courage. C'est difficile parce que voilà, il n'y a pas assez d'accompagnement, parce que justement je considérais que je leur donnais beaucoup écrit, je leur expliquais beaucoup de choses, mais que c'était difficile parce que j'étais débordée aussi. Je voyais 35 personnes par semaine, donc y compris le samedi et dimanche, donc j'étais vraiment en surcharge de travail. Donc je ne pouvais pas non plus voir les gens tous les 2 jours, ouais. Et voilà, c'était tout un ensemble de choses qui font que ils ne mettaient pas toujours en pratique. Et puis je faisais aussi l'almagramme. L'almagramme, c'est une technique. Almagramme, une technique qui était basée sur les sons, sur des notes précises en fonction de notre prénom, notre nom de famille. Et il y avait des odeurs avec, donc des huiles essentielles particulières, dynamisées, et qui faisaient qu'on allait chercher des mémoires pour aller, en fait, avec les sons, tout simplement les déprogrammer. Voilà. Et là aussi, là encore, ça m'a dérangée, parce que j'étais obligée de faire payer, sachant que moi je payais à chaque personne, parce qu'on était connectés à Internet. Donc il fallait que je paye 20 € à chaque personne. Donc forcément, voulant prendre 50 € moi, du coup j'étais obligée de faire payer 70. Et qu'il fallait autant de séances que de noms et de prénoms, plus une autre. Donc ça veut dire que quelquefois, ça faisait 4, 5, 6 séances à 70 €. Je me suis dit que c'est pareil, ça pouvait pas marcher. J'ai jamais entendu mais pourquoi pas, hein, je reste ouvert par rapport à ça. J'ai jamais entendu parler de cette technique, même si je connais le pouvoir du son et puisque tu t'es intéressé à la numérologie, le pouvoir du prénom, du nom de famille, etc. Sûr que tout ça peut interagir sans problème. Mais oui, jamais entendu parler de cette pratique-là. Mm-hmm. Donc tu t'y es lancé. On peut voir que tu as vraiment beaucoup expérimenté en même temps. Et ce que je veux dire que j'apprécie, qui m'étonne pas mal, c'est le culot que tu as, parce que d'être sur une île, apparemment des premiers soins que tu fais qui marchent très bien, d'expérimenter autre chose, il y a toujours le côté aventurier, oui, et en même temps ça peut être dangereux, façon de parler, quand je dis dangereux, dans le fait de prendre des risques, parce que si ça marche pas, encore une fois, une île fait que ça va très vite et voilà. Mmh. Donc comment est-ce que tu fais pour continuer à développer, à expérimenter, tout en étant, suivi en confiance par les gens qui certainement te suivent peut-être depuis des années maintenant? Exactement, ils me suivent et encore, oui, aujourd'hui, j'ai tous les jours quasiment des gens qui me disent « je vous ai connu il y a des années et je reviens vers vous aujourd'hui, vous m'aviez aidé à régler ». Quelquefois, ils me disent des choses très graves d'ailleurs et je ne savais pas que j'avais réglé ça pour eux. Et ça, c'est un petit regret d'ailleurs, c'est que quand ça va bien, les gens, ils ne rappellent pas toujours, c'est un peu dommage. Ouais, je comprends. Mais effectivement, j'ai toujours... c'est mon tempérament, si tu veux. Moi, je suis là pour les gens, je suis là avec les gens, et je suis toujours disponible. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas de vie précise. J'avais pas de vie. Ça allait mieux avec ta fille? Ouais, avec l'adolescence. Oui, logique. Hein. Ouais. Non, mais pas de vie. Si tu veux, la Guadeloupe, je la connaissais pas. Je la connais toujours pas, d'ailleurs. Je me consacre à mon travail, entièrement. Ouais. Et donc, forcément, il y a une sorte de reconnaissance de la part des gens, parce que je suis là pour eux. Et que... Est-ce qu'on peut parler chez toi d'une casquette de sauveuse ou pas? Alors je l'ai eu, et justement à ce moment-là, oui, je pense que je l'ai eu. Je m'en suis vite rendu compte, parce que je me suis rendu compte que ces gens avaient besoin de moi pour la veille, alors que moi je ne pouvais pas leur donner un rendez-vous la veille. Enfin, c'est une façon de parler que tu m'as bien comprise. Ouais. Et quelquefois j'avais des 3 mois d'attente, enfin peut-être pas à ce moment-là, mais un peu après. Quand j'ai abordé la kinésiologie, ça a été vraiment... j'étais surchargée de travail. Et oui, donc, je sais plus, la question que tu me posais, c'était sur justement le suivi des personnes depuis le début, au regard de toutes les expérimentations que tu as pu faire. Ouais. Et là, tu viens d'en rajouter une autre, donc tu passes à la kinésiologie. Oui, je passe à la kinésiologie. T'en entends parler où? J'avais une amie, qui était kinésiologue et puis qui m'avait bien étonnée parce que une fois en stage, on était en stage de fleur de vie à ce moment-là.
que j'avais organisé en Guadeloupe. Et puis mon ami kinésiologue était là, et il y a une personne qui visiblement va très mal, un monsieur, et qui vient vers moi du coup et me dit: est-ce que tu pourrais me faire des points d'acupuncture ou quelque chose pour que j'aille mieux, parce qu'il était tout blanc. Et je lui dis: bah ouais, je pourrais, oui, je peux. Et puis j'ai l'idée, je sais plus ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, je dis: mais tu sais, Odile là fait de la kinésiologie, et peut-être que elle pourrait faire un petit touch pour toi. Un touch, c'est une des techniques de la kinésiologie qui va très vite et qu'elle faisait régulièrement. Touch for Health, c'est une des techniques de la kinésiologie qui consiste à remonter les méridiens et donc remonter les organes au niveau énergétique en l'espace de quelques instants. Alors pour c'est fabuleux. Sans parler de cette pratique-là spécifiquement, la kinésiologie, comment est-ce que tu pourrais traduire ce que c'est? Une définition courte. Oui, alors en fait c'est une technique qui est arrivée au départ là, justement du docteur Goodhart, américain, qui découvre la reliance entre les muscles, les organes et les méridiens, et qui découvre qu'il y a des points il suffit d'appuyer dessus ou de les frotter pour qu'effectivement les organes se remettent en place. Et puis il y a une autre partie de la kinésiologie qui a été découverte un petit peu après, dans les années 70, par John T de mémoire. Je ne pourrais pas dire de bêtises parce qu'il y a eu plusieurs intervenants, et l'histoire, bon, c'est une histoire, mais bon, qui consiste à dire que tout ce que nous avons vécu reste bloqué au niveau de notre cerveau limbique, donc à l'arrière, et peut être réactivé à chaque instant, sans que du tout le conscient n'intervienne. Et comme nous vivons à 95% du temps au niveau du cerveau limbique, il suffit simplement d'une technique qui a été donc découverte, des techniques, parce qu'il y en a beaucoup de techniques de kinésiologie, hein, c'est sans fin. Automatiquement, on va passer ce qui est bloqué au niveau du limbique, au niveau du cortex, et là le cortex le gère d'une manière complètement différente pour prendre du recul sur les événements. Donc conscient et inconscient? Allez, on va dire ça comme ça. C'est pas tout à fait comme ça, mais oui, tout à fait. Donc si j'entends tes propos, donc le but du jeu, grosso modo, c'est je pose une question au corps. Alors oui, l'outil principal, c'est ça, oui. C'est de poser des questions au corps qu'il sait, lui il sait. Comment résoudre le la corps ne ment pas. Oui, voilà. Et donc c'est grâce au test musculaire, donc on appuie très légèrement sur le bras, que le corps nous donne stress ou non stress. Non stress, ça veut dire que quand on appuie, normalement le muscle tient. Et stress, ça veut dire hop, ça lâche. Et à ce moment-là, ça, avec des protocoles et des conventions, on va dire, on est capable en quelques instants, de savoir exactement où se situe le problème de la personne dans sa racine, pour le problème qu'il a aujourd'hui. Quand tu dis dans sa racine dans sa racine émotionnelle. Émotionnelle. Donc là, effectivement, avec la kinésiologie, j'ai multiplié considérablement encore ma clientèle, puisque là, pour le coup, je parlais aussi du côté émotionnel, et je pense que tout vient de là. Alors, du coup, j'ai un peu arrêté la médecine chinoise. Ça a été mon outil, la kinésiologie, pendant un bon moment, où je me suis vraiment, j'allais dire éclatée, excuse-moi, pardon. Mais vraiment, je me suis éclatée. C'était, je retrouvais le sourire chez les gens, enfin, c'était au-delà même des mots. Et donc, j'ai fini tout le cursus de kinésiologie, et je n'ai fait plus que ça. Et à ce moment-là, à force de rentrer en contact avec les gens dans les choses les plus perceptibles, parce que le test de kinésio, il est très 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 imperceptible. Personne ne peut dire si ça tient ou si ça lâche, sauf la personne qui fait le test. On va dire, ouais. Et ce côté rapide, là, ça a été vraiment fabuleux de toucher le bon truc. Et donc, à force de toucher le plus sensible chez les gens, j'ai commencé à avoir des informations qui arrivaient. Et donc cette médiumnité s'est ouverte pour moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, s'il y a un qualificatif pour toi, tu dis que tu es médium guérisseur? Alors oui, en fait, il y a eu une évolution depuis, bien sûr. C'est-à-dire que la kinésiologie, j'en garde uniquement le test aujourd'hui, pour avoir des confirmations justement de mes informations.
Et puis, il y a eu ce fameux walk-in dont on a parlé, qui me permet, je dirais, d'avoir l'information, qu'est-ce que je dois faire et comment le régler, en fait. Alors, donc là, ça a vraiment dévié encore. Oui, mais on va revenir juste dans le fil. Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est avec la kinésiologie, et t'es pas la première, entre guillemets, kinésiologue, qui... et c'est intéressant pour ceux qui vraiment pratiquent la kinésiologie et depuis longue date et qui vraiment sont des passionnés, j'allais dire, se rendent compte qu'à un moment donné, ils n'ont plus besoin de passer par le corps pour avoir la réponse. Ah oui. Que c'est bien direct, quoi. Mais carrément, mais bien sûr. Et j'en ai rencontré aussi des personnes comme toi qui ont à un moment donné, finalement, qui comprennent que, bah oui, l'intermédiaire qui est le corps, en fait, c'est l'outil, c'est comme les cartes ou comme la numérologie, c'est un outil extérieur pour, entre guillemets, rassurer ou se rassurer, dire, bah non, c'est pas quand même à travers moi que je vais avoir les réponses. Bah si, on peut avoir les réponses qui arrivent spontanément à travers soi, et on peut effectivement avoir cette fameuse validation par le corps. Et c'est exactement... mais ça doit être perturbant, parce que c'est ce que je me dis, bon ok, au début, on valide en posant la question au corps de l'intéressé qui vient nous voir, ok, bon, et puis ça se confirme, ok, et à un moment donné, on va dire, tiens, allez, on va voir, bon, voilà, ça me dit non, puis de valider, dire, ah ouais, mais non, c'est pareil, là, ça me dit oui, ah, là, ça me dit le foie, là, le cœur, et à chaque fois, de se rendre compte qu'il n'y a plus besoin de poser ou de questionner le corps de l'autre. Et là, ça pose question sur soi, et finalement, bah, qu'est-ce que je contacte, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. Pour que je n'ai plus besoin de passer à travers le corps de l'autre. Bien sûr. Alors je te pose la question. Alors la question, elle est simple. Ce sont nos guides. Les guides, en fait, c'est ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est l'intuition. Voilà, c'est ça plus que ça. Le guide va pas prendre ta vie en main, mais le guide va t'indiquer des chemins. Et donc, effectivement, t'indique les réponses là. Et j'ai, avant de faire ce fameux walk-in dont on va parler, je suppose, eu jusqu'à 13 guides. C'est fou. Donc, qui t'accompagnent? Oui, qui m'accompagnaient. Qui t'accompagnaient. Bien sûr. Et est-ce que dans cette période-là, ou cette phase-là, tu vas faire un tour aux Philippines? Ou c'est après? Alors, c'est en 2014. J'ai fait trois voyages depuis la Guadeloupe jusqu'aux Philippines. Voir les guérisseurs philippins? Voir les guérisseurs philippins, parce que depuis toute petite, j'entendais parler je ne savais même pas où se trouvaient les Philippines, mais j'avais entendu parler des guérisseurs philippins et je rêvais de les rencontrer. Et évidemment, tu sais bien que les choses se font comme elles doivent se faire, et que un jour du jour de l'an où j'étais toute seule, et je me suis dit, tiens, je vais regarder sur une agence de voyage ce qui pourrait me proposer comme voyage holistique, spirituel, et là je tombe sur guérisseur philippin. Alors autant te dire que j'ai pas attendu 2 minutes, j'ai pris la place tout de suite, et je suis rentrée dans ce monde, dans ce milieu. Alors là c'est encore autre chose, guérisseur philippin. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un peu comme certains guérisseurs du ciel, appelés comme tels au Brésil ou en Amérique du Sud. Aux Philippines, bon, bah, là aussi, on peut voir des guérisseurs qui... on a le sentiment qu'ils rentrent dans le corps d'eux, ressortent des organes, des viscères, du sang, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais en tout cas, il n'y a rien concrètement, il n'y a pas de cicatrice, il n'y a rien du tout, et effectivement, il peut y avoir des miracles. Des personnes qui guérissent de cancer, de différentes maladies diverses et variées. Et pour ce qui est de ton expérience, quand tu vas sur place, est-ce qu'à ce moment-là, tu as arrêté de questionner le corps des autres et que tu laisses passer directement l'information par toi, ou pas, au moment où tu vas aux Philippines? De toute façon, l'information passe toujours d'abord et prioritairement par moi. Et ensuite, je vérifie toujours, parce que tu sais, ce besoin, tu sais, ce petit côté, malgré tout, un petit peu médical qui me reste, et scientifique, je dirais, qui fait que j'ai toujours besoin d'être dans la vérité. Et donc, je voudrais surtout pas, je voudrais surtout pas dire des choses qui sont fausses. Quelle est l'impression que tu as en étant allé aux Philippines et de la rencontre de Alors, il y a eu guérisseurs? plusieurs étapes. Donc, la première étape, ça a été un voyage d'agrément. Mais par contre, on allait voir les guérisseurs pour vivre ça, personnellement.
Et donc, effectivement, on est opéré soi-même. Donc, on voit des choses et on filme des choses très impressionnantes. Et t'avais là, quoi, toi, personnellement? alors, j'avais rien. Oui. Mais par contre, voilà, c'était faire l'expérience. Hein. Je suis pas allée dans un but précis. Je voulais vraiment rencontrer les guérisseurs. C'était un rêve. Et je le voyais concrètement que, on a vraiment l'impression qu'ils sont dans le corps. Et quand on le vit, on le sent. Il y a quelque chose, c'est froid, on sent que ça, comme si on te griffait, si tu veux, et comme si c'était ouvert. Et puis, ça fait un peu mal aussi, hein, de temps en temps. Oui, et puis, il y a le sang qui coule. Une certaine force. Ouais. Oui, il y a le sang qui coule. C'est très impressionnant, donc. Et pendant ce premier voyage, je rencontre l'accompagnateur principal qui me dit, au mois d'avril, donc ça c'était en janvier ou février, au mois d'avril, il y a Alex Orbito, qui est un des guérisseurs philippins, des plus anciens je pense, qui a 80 thérapeutes une fois par an, pour vous apprendre à non pas à manifester comme les guérisseurs philippins, mais à faire... des soins. Alors c'était plutôt des soins énergétiques classiques. Hein, oui. Mais c'était, voilà. Et puis surtout, il y avait un endroit où on allait, une pyramide particulière avec un endroit qui vibrait très, très fort, où il y avait tout un cheminement, tu connais les rituels, voilà. Et donc je suis allée avec les 80 thérapeutes, j'ai tout annulé de ce que j'avais prévu et je suis allée à nouveau. Et là, je rencontre à nouveau le premier accompagnateur du premier voyage, qui me dit, tu sais, entre-temps, j'ai rencontré, parce qu'il était resté là-bas entre-temps, j'ai rencontré un guérisseur qui m'a appris à manifester. Alors je lui dis, waouh, mais ce serait génial que je puisse faire ça. Il me dit, écoute, on va lui demander, parce qu'il y a très peu de gens dans le monde qui sont capables de faire ça, me dit-il. Et on le rencontre et il me dit, d'accord, tu peux faire. Donc tu reviens quand tu veux. Et à ce moment-là, je te forme pour manifester. Alors, ce qu'on appelle la manifestation, c'est ce fameux sang qui coule, les choses qui sortent du corps, oui. et tout le côté incroyable. Alors je décide de repartir, bien sûr. Tu as le nom de celui qui t'a formé à ça? Alors il est décédé depuis. Il s'appelait comment alors? En fait, je me souviens de Jean, mais je ne suis pas sûre du tout de ça, je ne sais plus. De son prénom? Oui, je crois de son prénom, mais non, vraiment. Tu te souviens pas de son prénom? Non. D'accord. Il n'était pas le plus connu, mais... Combien de temps il te forme? Il t'a formé combien de temps? Alors, normalement, c'est 15 jours de mémoire. Et donc, on avait fait venir 2-3 personnes, un peu de partout dans le monde. Donc, on a passé beaucoup de temps à méditer. On était dans une atmosphère réelle, c'est-à-dire qu'il y avait des vrais patients, et sur lesquels il devait nous faire intervenir. Mais avant, il y avait des exercices, notamment d'écriture automatique. Il y avait aussi couper un papier à distance, comme ça, uniquement avec la conscience, donc, qui était dans un livre, un livre qui est la Bible, en fait. Et donc, il mettait le papier que j'avais écrit au milieu de la Bible, il fermait la Bible, et il me demandait de couper à 2-3 mètres. Le papier question dans lequel tu avais écrit, qui était à l'intérieur de la Bible. Oui. Et ça a plus que coupé, puisque ça a même coupé la Bible. Au moins 5-6 pages. Donc j'étais très surprise. Je me suis dit, quel est le tour de magie derrière? Parce qu'il y a toujours une partie de moi qui ne veut pas croire comme ça, là, c'est trop facile. Je me suis dit, il y a peut-être un petit tour de magie que je n'ai pas perçu. Hein. Et puis... entre-temps, oui, j'avais changé de guide. Alors j'avais un guide qui était vraiment très présent avec moi, qui me parlait, qui était très très clair, et qui commençait à douter sérieusement de tout ça. Et puis moi, du coup, j'étais aussi en doute. Alors j'ai dit, à un moment donné, par rapport à un exercice... Quand tu dis que tu as changé de guide... Oui, parce que j'avais eu jusqu'à 13, je t'ai dit tout à l'heure. Et puis, justement, aux Philippines, le deuxième voyage, lors de la pyramide, il y avait quelqu'un qui s'était servi de mon corps, si tu veux, pour guérir à travers moi. D'accord. Voilà. Et ce qui fait que ce guide-là, elle était quand même bien là maintenant. Et j'avais fait vraiment je l'entendais bien. Et puis il me dit, alors je lui dis à ce guide, écoute, là j'ai vraiment un doute sur les exercices qu'il nous demande de faire.
Alors je te demande, comme un peu un ultimatum pour voir où j'en suis avec ça, si c'est faux là, dis-moi, fais-le-moi savoir. Qu'il arrête, qu'il n'y arrive pas, parce qu'il nous montrait quelque chose. Et 2 minutes après, le guérisseur revient, mais dans une transe, il me dit, on arrête tout. Et j'ai dit, oh. Tiens donc. Là, ça a commencé à vraiment sérieusement me perturber. Et puis, cette histoire de Bible, là, le guérisseur se met à m'engueuler en me disant « Tu n'as pas la foi, tu as coupé la Bible. » Alors je dis « J'ai la foi, mais je n'ai pas la même foi que vous, et je n'ai pas besoin de Bible. » Donc du coup, effectivement, je n'ai pas de religion, et donc je veux bien me prêter à tous les jeux de la foi, enfin pas les jeux, parce que ce n'est pas un jeu, mais je veux bien travailler avec la foi, les exercices, les chants, tout ce qu'on veut, mais pas de la Bible, je ne peux pas. Il fallait l'étudier en plus tous les soirs à minuit. Bon, c'était quelque chose qui était impossible pour moi parce que je ne suis pas née avec et chaque fois que j'ai voulu l'ouvrir, c'était difficile pour moi. Donc non, c'était pas mon outil. Et donc là, il s'est mis contre moi. Et il a commencé à diviser, à nous diviser, à me diviser, enfin à faire en sorte que les autres soient contre moi. J'ai pas du tout apprécié. Voilà. Et très rapidement, il m'a fait faire quand même des exercices de manifestation, où effectivement j'étais sur les ventres. Je suis filmée, j'ai des photos, enfin j'ai tout ça, où à un moment donné je mets ma main et je coupe la peau sous la main. Effectivement, il y a des entailles, c'est visible. J'ai coupé 3 fois, il y a 3 entailles. Ouais. Mais à quoi bon ? Oui, je suis rentrée, voilà. Ça, ouais. Mais à quoi bon ? Je me suis dit, finalement, ces gens qui viennent du bout du monde, parce qu'ils viennent aux Philippines du bout du monde, ils attendent dans la salle d'attente toute la journée parce qu'ils se font opérer en boucle. En tout cas, c'était comme ça qu'ils le faisaient. Et qu'ils restent là 15 jours, ils se font opérer tous les jours, plusieurs fois par jour. Bon, certes, c'est pas pour de l'argent parce qu'ils gagnent très peu, ils donnent ce qu'ils veulent. Hein. Mais simplement, je me dis, quelle est la part ce qu'on appelle le placebo, le plaire au cerveau, dans la manifestation du caillou qui sort du corps, du sang qui coule, du truc qu'on montre à la personne, qui fait du bruit quand elle tombe dans la petite coupelle. Tout ça, je me suis dit, mais il y a une mascarade là-dessous. Et en plus de ça, il était vraiment contre moi. Parce que justement, j'avais perçu quelque part mon guide, il ne voulait plus en entendre parler. Alors, ce qui est très intéressant par rapport à la petite histoire pour les guérisseurs philippins, c'est que lorsque les Philippines ont été colonisées, la culture traditionnelle des Philippines avait certains rituels, bien évidemment. Lorsque, je ne sais plus si les Portugais, je crois, ou les Espagnols qui sont arrivés, ils sont arrivés avec, bien entendu, l'objectif était aussi de convertir et de rallier à la foi catholique tous les habitants qui étaient aux Philippines. Et quand les autochtones ont reçu les fameuses Bibles et qu'ils ont commencé à apprendre à lire et qu'ils ont parcouru et qu'ils voyaient Jésus faire toutes les guérisons qu'il faisait avec, entre guillemets, les protocoles, ils se disent « Ah, mais c'est comme chez nous, c'est pareil que nous. Il fait différemment, mais c'est exactement le même processus. » Et c'est pour ça que les Philippins ont très facilement accueilli la religion catholique. Ça, c'est le premier point, concernant la religion. Donc bon, on peut peut-être comprendre qu'ils ont un attachement particulier à la religion catholique, au regard de leur propre passé et de la similitude qu'ils avaient dans leur culture vis-à-vis de cette religion. Concernant les apparitions, alors c'est super intéressant, j'ai eu l'occasion de rencontrer Alex Orbito, entre autres, ce dernier va de temps en temps en Suisse pour faire analyser justement ces fameux dons d'apparition. Et des scientifiques qui sont là avec des objets de mesure pour voir comment il serait possible de rentrer dans un corps, de pouvoir retirer du sang, des organes, des bouts de on ne sait pas trop quoi, et ça sans cicatrice de prime abord. Et les fameux scientifiques qui sont penchés là-dessus, auprès d'Alex Orbito, se sont rendus compte qu'en fait, il y avait une augmentation vibratoire de la main, ainsi que de la peau du patient, et que la peau ne plongeait pas réellement dans le corps physique, c'était, entre guillemets, l'énergie qui augmentait,
Et ce qui ressortait, c'était un pis-aller pour symboliser, entre guillemets, le fait que le mal avait été retiré. C'est ça. Et Alex, de mémoire, disait, mais en fait, il n'y a pas besoin de retirer ou de montrer le sang, etc. On le fait pour, justement, renforcer la foi du patient dans le fait que son mal est retiré. C'est ça. Mais fondamentalement, il n'y en a pas besoin. Je suis d'accord. Ça correspond à ta définition et ton explication, mais me convient complètement parce que je me suis tellement posé de questions après ça. C'est terrible de rentrer chez soi et de se dire finalement, mon guide m'a dit qu'il était capable de faire beaucoup mieux, parce que c'est ce qu'il me disait, sans faire couler le sang et sans voir les gens 25 fois. Et du coup, je me suis dit, bah oui, finalement, j'ai trouvé que c'était une expérience extraordinaire par contre. Je la regrette pour rien au monde, d'ailleurs comme rien, je regrette rien. Mais que par contre, j'étais passée à une autre étape où finalement je reprenais vraiment encore plus de connexion, parce que là, pour le coup, j'avais vraiment la certitude de faire des belles choses, même si j'en doutais pas avant, mais tu vois, ça s'est renforcé. Et donc, c'était une belle étape. Alors, l'étape d'après, c'est quoi alors, Marion ? Alors l'étape d'après, ça a été ce qui est aujourd'hui finalement. C'est-à-dire que fin 2015, je rencontre une médium qui fait beaucoup de bruit en Guadeloupe par rapport à toutes ses capacités. Originaire de Guadeloupe ? Non, métropole. Donc elle arrive ? Non, mais oui, elle arrivait. Mais qui vraiment m'a été conseillée par quelqu'un que je connaissais bien, une médium elle-même, qui m'a dit il y a quelqu'un qui peut t'aider pour quelque chose. Et puis cette personne m'a dit des choses troublantes. Et puis on a sympathisé. Et à un moment donné, elle me dit, tu sais, tu vas faire un walking. Alors j'ai dit, waouh, Kezako, c'est quoi ça ? Et elle me dit, walking, c'est marcher dedans, tu sais. Elle me dit, c'est un changement d'encodage génétique. Et elle me dit, c'est très rare parce qu'en général c'est plutôt du bas astral, il y a des walking mais c'est bas astral, et là c'est un walking du haut astral, à savoir que une énergie du haut astral va prendre place en toi, à ta place, c'est pas une canalisation, c'est vraiment un remplacement, de manière à ce que cette énergie puisse s'exprimer à travers toi et puisse soigner à travers toi. Et elle m'a dit, par contre le walking c'est quelque chose de difficile parce qu'elle l'avait vécu. Alors qu'est-ce qu'il advient dans le walk-in en question de la Marion Le Troquer au départ, en fait, je pense que sincèrement, c'est difficile d'expliquer parce que c'est, si tu veux, tu vois ce que je veux dire. Pendant qu'il y a un qui rentre, l'autre qui sort un peu, voilà, c'est plutôt un remplacement petit à petit. C'est ça qui a pris du temps, et c'est ça qui, pendant ce temps-là, m'a fait perdre. Beaucoup de notions de qui j'étais, de comment je m'appelais. De mémoire ? Oui, qu'est-ce que j'avais fait la veille. Me retrouver dans une conférence, heureusement que tout était écrit parce que je ne savais absolument rien de ce que j'avais écrit. D'être vraiment là, de me sentir vraiment nulle et désœuvrée. Mais je savais que c'était ce walking, donc je ne m'en inquiétais pas. Je m'étais souvent au lit parce que impossible finalement de faire des soins dans ces conditions. Donc j'ai petit à petit avancé comme ça, et puis et à ce moment-là j'ai quitté la Guadeloupe parce que alors juste pour référence temporelle, le début parce que cette médium-là, tu la connaissais pas, mais tu avais noté qu'elle avait pu t'aider au regard des questions que tu lui avais posées. Oui, puis j'avais vu son efficacité très clairement sur quelqu'un que je connaissais bien. Sur moi aussi, j'avais vu des choses qui avaient vraiment bougé uniquement avec sa conscience. Alors, est-ce que tu peux exprimer la terminologie que tu mets derrière le mot médium, puisque tu parles d'elle en tant que médium ? Oui, alors effectivement, le médium, c'est quelqu'un qui est en rapport avec des énergies de l'invisible, à savoir que tout ce monde effectivement qui nous entoure, qui permet d'avoir des informations en fait sur tout ce qui se passe autour. Mais c'est pas forcément quelqu'un qui va dire comme une voyante, vous allez rencontrer telle personne, faire telle chose. D'accord. Ce qui n'empêche pas l'un peut. Oui. Le médium pourrait faire l'un et l'autre. Mais par contre, le voyant, lui, il est plutôt en contact avec ses guides qui lui donnent des informations sur un futur potentiel.
Alors que par contre, le médium, lui, normalement, il n'est pas là pour donner du futur. Même si, encore une fois, on est capable de le faire, quelquefois. En tout cas, la fameuse médium que tu rencontres, au regard de ton passé, de ce que tu as expérimenté, au moment où elle te dit ça, donc tu sais pas ce que c'est que le walk-in, etc., Ouais. tu la trouves sérieuse? Alors oui, parce que pareil, là, j'avais pu, toujours avec cet esprit critique, j'avais pu la rencontrer à de nombreuses reprises, puisque on se voyait quasiment tous les jours. Ah oui. On était devenus amis. Et ce qui fait que, effectivement, je peux dire, je lui envoyais des patients, je lui faisais une entière confiance. Et elle-même, dans ses connexions, était très surprenante. Donc, et elle avait aussi des gens autour d'elle qui montraient aussi beaucoup de, je dirais, de sérieux dans tout ça. D'accord. Et combien de temps après est arrivé le walk-in alors? Alors ce walk-in, il a commencé donc en décembre 2015. Et puis, combien de temps après que la médium t'en ait parlé? Relativement peu de temps après. Faut avouer que je pense que j'étais en train de commencer. Et c'est là où elle me dit, c'est l'archange Gabriel qui prend place en toi. Alors moi, je connaissais rien à l'archange Gabriel, ni à rien de tout ça. C'est sûr que si tu n'as jamais lu la Bible... non. En même temps, on peut peut-être en entendre parler comme ça, un archange, oui. Michael, Gabriel... Et en même temps, voilà, très vite, j'ai eu justement ces connexions qui étaient déjà présentes. J'avais des connexions. Très vite, les informations que je vérifiais aussi en autotest, etc., que je faisais vérifier d'une part par elle, par deux autres personnes. Enfin voilà, j'ai toujours voulu vérifier tout. Et donc, ce walk-in, il m'a vraiment marqué à un moment donné de ma vie. Quand même, ça a été très marquant. Et j'ai eu, à ce moment-là, des capacités qui étaient surprenantes. Alors là, par contre, après, ça s'est terminé en mars 2017, exactement, où j'entends très clairement l'archange Gabriel me dire « ça y est, j'ai fini, c'est bon, je suis là entièrement à 100%. » Et voilà, c'est moi qui suis là. Voilà. Donc il n'y avait plus de Marion, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que l'archange Gabriel qui pense et qui mange à ma place, qui parle à ma place, qui soigne à ma place. C'est vraiment ça, un walking. Donc quand tu dis à ma place... c'est-à-dire que c'est pas un être humain en face du coup. C'est plus en tant qu'être humain que je parlais. Tu vois ? Donc quand tu dis à ma place, quelque part, c'est quand tu dis à ma place, c'est pas à la place de Marion. Enfin, dans l'enveloppe. Oui, je reste toujours l'enveloppe. C'est clair, je reste toujours cette enveloppe. Ça peut être perturbant. En même temps, j'ai... littérature. Franchement, j'ai jamais eu l'occasion de voir ou de rencontrer qui que ce soit incarner une entité du haut astral, et en l'occurrence un archange, parce que les archanges ne sont pas censés s'incarner. Exactement. D'après ce que j'ai lu, encore une fois, tout ça c'est des oui-dire, n'ayant pas moi de pouvoir particulier ou quoi que ce soit, et depuis plus de 25 ans que j'aborde tous ces sujets-là, j'entends de tout, et notamment avec beaucoup de paradoxes. Donc pourquoi pas. Et je t'en fais référence au regard de la fameuse littérature en question. Si je te dis, non, bah, bon, qu'un archange vienne incorporer, et quand je dis incorporer, puisque tout à l'heure on parlait de médiumnité, et c'est ce que déjà, il peut y avoir des trans, où des personnes se sentent investies par un esprit, une énergie, se souviennent même pas qu'elles ont été incorporées, etc. Walk-in, c'est... ça n'a rien à voir. Rien à voir. Enfin, moi, de la définition que j'ai du walk-in, c'est il y a un changement d'esprit. Voilà, c'est ça. Il y a un esprit qui s'en va et un autre qui prend la place dans un même corps. C'est ça. Maintenant, qu'un archange puisse prendre le corps de Marion, à quelle fin? Ah oui, puis alors... et pourquoi un je veux archange dire, fait pourquoi ça? moi, etc. Mais bien sûr. Alors... Il m'a été dit, je ne sais pas à quel moment, parce que là, il ne faut pas me demander des temps, que les êtres ce qu'on appelle du haut astral, dans mon livre, j'explique tout ça, du deuxième monde, donc, sont des êtres qui n'ont jamais, pour la plupart, été incarnés, sauf les maîtres ascensionnés, d'ailleurs. Maîtres ascensionnés sont des êtres qui ont été incarnés et qui reviennent au deuxième monde pour aider l'humanité. Donc, dans l'invisible. Là, il y a une telle dissonance entre ce qui se passe dans notre monde et le monde du deuxième monde qui est le haut astral, il y a une telle dissonance que c'était pas possible de continuer comme ça, à savoir qu'il faut vraiment que des êtres puissent réellement s'incarner pour pouvoir rectifier en fait le déséquilibre créé aujourd'hui. On voit bien que ça ne marche pas.
Donc effectivement, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe actuellement. Je peux pas te dire à quel moment ça a commencé et fini, parce que tu sais, le temps, en plus, c'est pas tout à fait comme on croit. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, il y a des êtres du haut astral qui s'incarnent, et il est prévu qu'ils s'incarnent tous. D'accord. Mais pour ça, il faut des corps prêts. Alors tu imagines, on parle depuis tout à l'heure de tout ce qui s'est passé pour moi, mais ce corps, il était très prêt, parce qu'avec déjà beaucoup de recherche, beaucoup de travail personnel, beaucoup d'aide aux autres, beaucoup de simplicité dans la nourriture, beaucoup de simplicité dans ma vie, puis surtout une vie consacrée à l'autre. Tu sais, un walk-in, c'est pas pour la personne qui l'intègre, c'est vraiment pas pour elle, c'est vraiment pour les autres. Donc, quelqu'un qui serait pas dans ce chemin pourrait pas, de toute façon, faire un walk-in, c'est pas possible. Je t'avais parlé en antenne, mais je trouve toujours intéressant pour avoir ton regard. En disant oui, enfin bon, aujourd'hui, dans notre monde, il y a des saints, des saintes, au regard de la religion catholique, mais dans d'autres religions, il y a des saints hommes, que ce soit la religion musulmane, bouddhiste, taoïste, que sais-je. T'as même en Inde, où il y a de nombreux saints éveillés, et je t'avais parlé d'Ama, qui est considéré pour bon nombre de personnes. Après moi, je sais pas, j'ai pas de perception d'outils, de quoi que ce soit, je ne fais que lire les différents avis divers et variés, qui sont plus ou moins tous pareils, plus ou moins. Disant que Ama est un avatar qui s'est incarné pour diffuser l'amour. Donc, pourquoi pas, je ne sais pas si on peut parler, quand on parle d'avatar, de maître ascensionné ou d'un esprit peut-être du deuxième monde dans ta terminologie qui vient s'incarner sur Terre pour diffuser l'amour. Qu'est-ce que ça pourrait représenter, par exemple, pour toi, une femme comme Ama ? Alors, en fait, j'ai demandé très clairement pour Ama si elle était au walking, et on me dit que non. C'est donc pas un walking, elle se présente d'ailleurs pas comme ça. Voilà, donc après, aller plus loin, je ne connais pas personnellement Ama, et donc je ne peux pas me prononcer. Tu sais, voilà, elle est certainement une sainte, effectivement, elle fait beaucoup de bien, et puis certains ne vont pas l'apprécier, d'autres vont l'apprécier, et puis voilà, je ne peux pas t'en dire plus, si ce n'est que ce n'est pas un walking. D'accord. Donc ce n'est pas une énergie du haut astral qui a pris place dans un être humain, ça c'est sûr. D'accord. Donc, le fait que l'archange Gabriel... Oui, à ce moment-là. Oui. Est présent jusqu'en... Alors, Parce que t'en as eu déjà, oui, c'est ça qui s'est passé. C'est que déjà, j'ai eu l'occasion de me rendre compte, à travers quelque chose d'assez exceptionnel, mes capacités en tant qu'archange Gabriel à ce moment-là, de pouvoir réparer la matière qui était donc distillée, volatilisée, de pouvoir la remettre présente. Exemple ? Alors, c'est tout simple, c'est suite au cyclone Irma, donc qui a eu lieu donc en septembre 2017 sur l'île de Saint-Martin, où une amie avait une boutique et qui, lorsqu'elle a entendu parler, elle n'était pas sur place, lorsqu'elle a entendu parler du cyclone, elle me dit: tu es la seule personne au monde à pouvoir enlever ce cyclone, arrêter ce cyclone. Et je lui dis: je suis même pas au courant qu'il y a un cyclone. Bon, tu me le dis, c'est bien, mais moi je regarde pas ni les infos ni rien du tout. Donc, je me souviens, j'étais à l'île Maurice à ce moment-là, et je me dis bon, je m'exécute bêtement. Elle me dit de faire, elle est médium. Donc, et elle sait à quel point je suis capable de faire des choses. Donc, du coup, elle me demande de faire ça, et je fais. Et puis après, je lui dis bon voilà, j'ai fait. Bon. Et puis 2 jours après ou le lendemain, j'entends que c'est passé comme une sorte de machine à laver. Ça a été terrible pour eux, et quelque chose de jamais vu. Et je lui dis tu vois, je me suis trompée, j'ai pas pu protéger ça, pas pu protéger l'île, parce que en plus j'avais pas du tout la conscience de ce cyclone, parce qu'il n'était pas prévu naturellement. Ça, c'est une autre histoire. Et donc, mon ami me dit: ah, mais détrompe-toi, tu as protégé mon magasin. Alors, je dis: bon, si c'est déjà ça, c'est déjà bien. Mais bon, voilà, comme tu souris, voilà. Et puis, elle m'envoie une photo. Effectivement, tout s'était écroulé, sauf son magasin. Bon, j'ai trouvé ça sympa. J'étais déjà très étonnée. Moi, ça m'allait très bien. Je lui dis: au moins, elle est protégée. Bon, après, j'ai pas pu protéger le reste, mais sincèrement, je l'aurais fait volontiers si j'avais pu.
Et donc, elle me dit, oui, bon, par contre, il n'y a plus de toit quand même, mais il y a donc le premier étage avec tout l'entrepôt, qui donc est évidemment ouvert. Le toit, le faux plafond en placo, et tout le premier étage qui est donc nickel. Et elle me dit, par contre, on a effectivement retrouvé plein de choses. Évidemment, t'imagines le vent, t'imagines la pluie, tout s'était envolé. Et on lui avait dit effectivement qu'on avait retrouvé des choses partout. Et quelque temps après, elle me dit donc faudrait vraiment que tu protèges mon rez-de-chaussée parce que ils annoncent un autre cyclone. Ok, je m'exécute. Je fais et là j'entends très clairement l'archange Gabriel qui me dit tu as remis tout à sa place. Tu es allé, enfin ça m'a demandé pendant le soin d'aller dans le passé et puis de réparer et de faire en sorte que son entrepôt soit à nouveau là. Et j'y croyais pas mais une seule seconde, mais vraiment pas une seule seconde. J'ai éclaté de rire, je dis mais c'est quoi cette blague? Et puis elle me dit non mais détrompe-toi, je sais que tu as réussi. Et puis c'est quelques mois après seulement où ils ont pu aller sur place et que tout était là nickel. C'est-à-dire tout l'entrepôt était là. Donc non seulement le premier étage ne s'était pas écroulé, mais au premier étage il y avait absolument tous les cartons. Neuf. Alors il y avait encore le toit ou pas? Non, il n'y avait pas le toit. Oui, comme ce que tu me disais juste auparavant là. Oui. Il n'y avait pas le toit, il y avait des traces d'humidité, ne nous le cachons pas, mais il n'y avait rien d'envolé, il n'y avait rien de cassé, contrairement à ce que, évidemment, tu te rends compte qu'un cyclone qui met des maisons en l'air, qui fait voler les voitures, comment veux-tu qu'un entrepôt puisse tenir le coup? C'est impossible. Contre vents et marées, là-haut, c'était impossible. Il n'y avait plus de toit, imagine. Et en fait, tout était là. Donc, j'ai halluciné, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Et elle me dit, mais tu es capable de faire ça? Oui, pour les corps aussi, c'est-à-dire que tu répares le passé. Alors, j'ai du mal à saisir. Ah, mais je peux comprendre que tu aies du mal à saisir. Alors déjà, juste une première chose, c'est en admettant, et quand je dis admettre, j'entends conditionnel, bien évidemment, je ne remets pas en doute ta bonne foi là-dessus, parce que c'est tellement... Puis moi-même, j'ai fait vérifier par quelqu'un d'autre. Ce que je souhaite mettre en perspective, c'est au regard des questions des internautes, au compte qu'on arrive à la fin de cette émission. Quel serait l'intérêt? Alors tu nous l'as dit, hein, tu nous l'as dit, donc je répète la question. Qu'un archange s'incarne, alors que jusqu'à maintenant, jamais entendu dire qu'un archange pouvait s'incarner, en tout cas prendre le corps d'eux, hein, en l'occurrence, et on pourrait attendre d'un archange qui fasse des miracles pour l'humanité, etc. Si certains attendent des sauveurs ou des maîtres ascensionnés, tu parles justement là ils seraient amènes de pouvoir s'incarner au regard de la période, on peut attendre beaucoup, vu la misère dans le monde, ou de tout ce qui ne va pas, qu'un archange s'incarne, ou en tout cas prenne possession d'un corps. Donc on peut attendre des miracles en voiture, en voilà. Donc... Oui, alors je vais tenter de te répondre que, en fait, on ne vit que des choses qui sont prévues par notre être. Et que de ce fait, si tu veux, tout ce qu'on vit, alors ça peut paraître très très difficile et incompréhensible, et je comprendrai la colère derrière, que j'ai eue moi-même d'ailleurs, que effectivement certaines choses soient à vivre et qu'on doive passer par là. On est venu là pour expérimenter. Ça ne veut pas dire être dans un monde de bisounours où il ne se passe rien. Et donc, c'est vrai qu'il y a des gens qu'on pourrait considérer dans la misère, ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser dans la misère, mais je veux dire par là que c'est aussi un chemin qu'ils ont choisi inconsciemment. Je prends beaucoup de précautions parce que quelquefois on interprète. Mais que de ce fait, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'intervenir, on n'a pas de raison d'intervenir, tu vois. Mais que par contre, là où je peux intervenir, crois-moi, je le fais. Je le fais plus au nom de Gabriel aujourd'hui, puisque ça a changé. Puisque tu me dis qu'on est à la fin de l'émission, je pense que peut-être je peux dire deux mots sur le fait que cet archange Gabriel m'a quitté pour des raisons. Le corps, en fait, m'a quitté, oui, a quitté le corps. C'est réincarné d'ailleurs depuis dans une autre personne. Pour des raisons, je dirais, d'une histoire incroyable qui m'est arrivée et qui fait qu'à un moment donné, j'ai souhaité mourir.
et que de ce souhait de mourir finalement, il y a eu une telle puissance dans toute la maison que finalement cet archange Gabriel est parti pour être remplacé par une énergie particulière qu'on appelle aujourd'hui la source. Ça nécessiterait de comprendre que la source n'est pas Dieu, que Dieu c'est autre chose. Je ne suis pas là non plus pour l'expliquer. Par contre, tout est expliqué dans mon deuxième livre. Parce qu'il y a bien des distinctions entre l'insoupçonnable réalité. Merci. Parce que ce livre est, alors pour le coup, un livre sacré, m'a été donné comme étant un livre sacré. Pourquoi ? Parce qu'il ne dit que des vérités qui sont issues de l'information, de la source directement. Donc tu vois, moi qui étais partie d'une famille totalement athée, et qui ai eu ma foi à moi sans rentrer du tout dans une religion, et qui aujourd'hui entend que je suis la source et que la source n'est pas Dieu, et que par contre, en tant que source, je suis aussi venue là pour passer à l'étape au-dessus concernant le déséquilibre qui est créé actuellement dans le monde entre le bas et le haut astral. Le bas astral est beaucoup trop présent parce que les égos dirigent la vie des gens. Les égos, c'est les peurs, les croyances, les formatages, les limitations, l'incompréhension, ne serait-ce de ce que je dis là. C'est forcément l'ego auquel je m'adresse et donc qui risque de réagir. Parce que l'ego n'aime pas ce qu'il ne comprend pas. Et j'étais la première concernée. C'est ce que j'allais dire. Crois-moi, j'étais la première concernée. Encore aujourd'hui, comment je pourrais le prendre ça ? Tu sais, il y a un mélange en moi qui est de certitude parce que je ne peux plus douter avec toutes les preuves que j'ai. En même temps de colère. Je dois l'avouer, encore, quelquefois, pas tous les jours en colère, hein, non, pas du tout. Simplement, je me réveille quelquefois le matin en me disant, mais à quoi ça sert si ce n'est de travailler? Oui, je travaille sur des gens individuels, je travaille effectivement sur l'humanité, tout le temps, parce que j'ai fait plein de choses déjà pour l'humanité, mais au-delà de ça, est-ce que je ne peux pas transformer cette carafe d'eau en quelque chose de magnifique là, qui pourrait nous servir à un autre niveau? Et la source me répond, on n'est pas là pour ça. Et du coup, je me mets en colère. Enfin, je me mets en colère. Non, c'est vraiment très léger comme colère, mais c'est une incompréhension fondamentale. Et du coup, quelque chose qui est ambivalent en moi. Je ne peux pas douter encore une fois. Et je vois bien les effets que ça a dans mes soins, à distance, toutes les informations que j'ai des informations nouvelles tous les jours, qui sont toutes plus étonnantes les unes que les autres. Ça évolue à une vitesse incroyable. D'où les deux livres. Est-ce que les deux livres viennent de... quand tu disais Notre réalité, une illusion, qui l'a écrit ? Alors, le premier, Notre réalité, une illusion, c'est Marion, soyons clairs, avec toutes les connaissances que j'avais, des recherches que j'ai faites pendant 30 ans, parce que c'est ça, c'est 30 ans de recherche finalement, de choses que j'ai écrites avec ma philosophie pour faire du bien. C'est un livre léger, que tout le monde peut lire. C'est vraiment le cœur qui tape quand on le finit, c'est chouette. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que le deuxième livre, L'insoupçonnable réalité, quel crédit laisse-t-il encore au premier livre ? Alors, tu es dur avec moi. Oui, hein. Tu es peut-être un peu dur avec moi là, parce qu'effectivement, je serais tentée de dire que si la source écrivait le premier livre, elle n'écrirait pas tout à fait la même chose. Parce qu'il y a effectivement des éléments dedans qui seraient amenés à changer parce qu'ils venaient de mes croyances. Mais globalement, relativement peu, globalement, je dirais qu'effectivement, il y a quelques notions comme ça. Mais que, justement, je disais ça à quelqu'un qui me dit « Ah non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. J'adore ce livre parce qu'il m'a rendu légère. » Et du coup, je dis « Oui, bien sûr qu'il est génial. » Mais que par contre, 2-3 petites choses seraient à modifier. En tout cas, on précisera, comme tu l'as dit, mais j'insiste, qu'on peut te contacter, que bien entendu à distance. Oui, je fais des soins avec beaucoup de gens partout dans le monde, même y compris en Angleterre. J'ai des traducteurs. Donc des conférences que tu peux donner, des séminaires, que ce soit notamment là, puisque tu viens de Suisse, avant d'être présent dans nos locaux. Pour ceux et celles qui nous écoutent, on peut te contacter pour quoi ? Alors aujourd'hui, pour tout. À savoir, ça peut être un problème physique.
donc qu'on appelle maladie. Ça peut être un problème, tu sais, du domaine de l'invisible, parce que j'enlève tous les blocages invisibles, et des choses que je connais même pas d'ailleurs, des noms qui me sont donnés. Il y a beaucoup plus d'invisibles que de visibles, hein, sur un corps ou autour d'un corps, et on est tous quelque part soumis à ce monde invisible, et comme je disais tout à l'heure, dans le bas astral à 97%, donc ce qui fait qu'on est tous un peu coincés par le bas astral, enfin mais non pas moi aujourd'hui, mais je veux dire vraiment beaucoup de monde, et que ma première priorité dans mes consultations, c'est de sortir les gens du bas astral, de sortir les gens de cet encodage bloqué que j'explique dans mon deuxième livre, pour que justement ils prennent leurs ailes. Et que le physique suit forcément. Moi j'enlève quelque part tout ce qui est invisible, et puis après je trouve aussi des choses quelquefois visibles, mais je suis pas là pour faire du placebo justement. On parlait tout à l'heure de placebo, qui est une notion très très correcte. Je veux dire, placebo c'est plaire au cerveau, nocebo c'est nuire au cerveau, donc on est bien d'accord que ce sont des notions tout à fait chouettes. Oui. Enfin surtout le placebo, mais par contre je sais que la source a horreur du placebo, et que donc je ne fais pas de placebo, à savoir que je suis pas là pour contenter le mental, et que certes je parle, une séance à distance, ça va être une discussion comme si la personne était là dans un premier temps, et que j'explique tout ce que je peux donner, je le donne pour que la personne puisse faire pousser ses ailes. Le soin vient enlever tout ce qui bloque la personne, qui donc du coup va pouvoir faire pousser les ailes, mais je suis pas là pour dire il y avait ça, puisque je l'ai enlevé. Et je me suis rendu compte avec mon expérience, qui maintenant date un petit peu, que à chaque fois qu'on dit à quelqu'un, voilà, je t'ai enlevé ça, il y avait ça, automatiquement la personne repart avec ça dans sa tête, et que elle va forcément y repenser. Alors que c'est parti, ça n'a jamais existé. C'est un peu comme le fameux les cartons qui n'étaient pas plus là, ils sont là. Donc ça veut dire que le passé, à un moment donné, n'a pas eu lieu. Donc ce qui fait que tout ce que j'ai enlevé a disparu totalement. Pourquoi je vais aller mettre ça dans la tête des gens? Alors c'est sûr que si c'est utile, s'il y a des choses utiles, je le dis bien sûr. Je comprends ce que tu veux dire. Mais le placebo, elle n'aime pas la source. J'entends. Donc aujourd'hui, tu te définis comme... La source. Non. Incarné. Oui, non, excuse-moi. Ah, pardon. Médium, coach. Alors oui, c'est-à-dire que oui, parce que je suis sortie de la kinésiologie, bien sûr. Je vais au-delà. Donc j'ai dit coach de guérison, parce que je voulais pas me confondre avec les guérisseurs qu'on trouve quelquefois sur les îles, et qui donc ne font pas le même métier, c'est clair. Et puis kinésiologue, oui, j'ai toujours cette carte-là, mais voilà, ça va bien au-delà, non ? Naturopathe. Je m'en sers plus, autant dire que mon but, c'est pas d'aller donner des remèdes aux gens. Tu comprends que là, je ne ferai que, si tu veux, donner quelque chose sans régler le problème. Donc, ça m'a passionné, ces études de naturopathie et de heilpraktiker, mais par contre, aujourd'hui, je m'en sers pas, soyons clairs, sauf pour mes connaissances, mais que de toute façon, je me rends compte que mes connaissances, elles viennent plus de moi en tant que Marion. Elles viennent vraiment de cette source qui a la connaissance au-delà du physique, là. Voilà. Marion Le Troquer. Marion, un grand merci pour être venue nous voir. Notre réalité-une-illusion.com, notre-réalité-une-illusion.com, c'est le tiret du 6. Il y a aussi un site internet où tu es en partenariat avec une amie à toi, la clé de l'être, toutattaché.com. Oui. Je tiens beaucoup à ce partenariat. Je peux en dire deux mots parce que Marie a aussi fait un walking, différent bien sûr, parce qu'il n'y a qu'une source, on ne peut pas faire le même walking. Mais par contre, elle est de plus en plus puissante, et ça, c'est on a des séances qu'on propose à deux, aussi bien en physique qu'à distance, qui sont pas plus puissantes, parce que je vois pas bien comment ça pourrait être plus puissant, mais c'est mieux, c'est plus complet, et ça apporte plein de cadeaux. J'ai trouvé que c'était vraiment magique. En tout cas, pour tous ceux et celles qui souhaitent en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site de Marion. Notamment, vous avez beaucoup de témoignages. Donc, au regard de cette émission et du parcours atypique de Marion, je vous invite tout simplement à aller voir ceux qui témoignent.
ça peut aussi vous parler. Il y a de nombreuses vidéos où Marion s'exprime sur, et certainement qui seront des compléments de cette émission, donc n'hésitez pas à y aller. Vous aimez cette émission, super, un pouce vers le haut, vous n'appréciez pas, un pouce vers le bas. Vous pouvez bien entendu laisser un commentaire, que ce soit sur le site d'Immédiat ou sous la vidéo sur YouTube. Dès le moment où vous pouvez ne pas être d'accord, pas de problème, ne soyez pas insultants s'il vous plaît, les commentaires insultants sont supprimés, c'est la moindre des choses que d'être poli, même si on ne pense pas pareil. Voilà, quoi vous dire d'autre? Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à la partager, et puis n'hésitez pas là aussi à soutenir notre travail si vous nous appréciez, 1 € par mois pour nous suivre, ça serait super. Merci à vous par avance. Marion, plein de bonnes choses à toi. Merci à tous. Merci. Et puis, on se tiendra certainement au courant de l'évolution suite à cette émission notamment. Oui, avec plaisir. À bientôt Marion. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir à tous, prenez soin de vous. À bientôt.